d'embrasement qui empêcherait le prochain président américain, Joe Biden, de revenir au plan d'action global sur le nucléaire. On en parle après la mise au point de Sandrine Le Calvez. La mine défaite et l'accablement des plus hauts dignitaires iraniens ne trompent pas. Hier, c'est un personnage clé du régime des Mollahs qui a été enterré. Mohsen Fakhrizadeh, assassiné vendredi, n'était donc pas comme il le prétendait qu'un discret professeur d'université. Depuis sa mort, Téhéran présente le physicien nucléaire comme son vice-ministre de la Défense et le pleure. Aujourd'hui, celui qui n'était jusque-là qu'une idole pour ses étudiants et ses collègues est révélé au monde entier et à tous ceux qui s'engagent dans le chemin du combat. Le scientifique a été tué près de Téhéran dans une attaque sophistiquée. Une mitrailleuse automatique aurait été actionnée à distance. Les autorités iraniennes accusent leur ennemi, Israël. Des opposants en exil ont forcément dû être impliqués. Mais l'élément criminel dans tout cela, c'est le régime sioniste et le Mossad. Les services secrets israéliens ont-ils éliminé le scientifique iranien ? Silence radio à Jérusalem. Mais le Premier ministre Benyamin Netanyahou le surveillait de près. En 2018, devant les caméras, il l'avait nommément ciblé. Docteur Mohsen Fakhrizadeh, souvenez-vous bien de ce nom, Fakhrizadeh. Alors, soutenu par ses alliés américains et saoudiens, l'État hébreu veut-il entraîner Téhéran dans un cycle guerrier ? Téhéran peut-il tomber dans le piège en se vengeant ? Donald Trump veut-il à tout prix empêcher Joe Biden de revenir dans l'accord nucléaire de 2015 ? On va voir ce qu'en pensent nos invités. Mariam Pierzadeh, vous êtes journaliste à France 24 et ancienne correspondante en Iran. Bonsoir d'abord. Bonsoir. Selon vous, avant son départ de la Maison-Blanche, Donald Trump pratique la politique de la terre brûlée. Il veut rendre la situation la plus difficile, la plus inconfortable, voire impossible, pour Joe Biden. À côté de vous, Frédéric Ancel, géopolitologue, maître de conférence à Sciences Po Paris. Votre dernier essai, Les 100 mots de la guerre, est paru dans la collection Que sais-je ? Selon vous, l'assassinat de Mohsen Fakhrizadeh a pour objectif de dissuader l'Iran de poursuivre ce fameux programme nucléaire tant incriminé. Il s'agit d'affaiblir la crédibilité logistique, militaire et politique du pays. Nadia, on démarre le débat avec une question en 28 secondes envoyée par un de nos internautes. Oui, c'est donc une question de téléspectateur que je vous lis. En quoi consistait exactement le poste de chef du programme nucléaire iranien de Mohsen Fakhrizadeh, Mariam Pierzadeh? Il y a deux vérités à Téhéran, l'une avant sa mort et l'une après sa mort. Avant, c'était juste officiellement un professeur inoffensif, et puis là, aujourd'hui, il a droit à des obsèques nationales. Quelle était sa place exacte dans l'appareil iranien? Effectivement, ça fait partie des personnes qui deviennent célèbres lorsqu'ils sont morts, donc à titre posthume. Donc on a appris, grâce au ministre de la Défense, qu'il avait ce titre de vice-ministre, donc qu'il faisait partie du ministère de la Défense. On sait que c'était un haut gradé des gardiens de la Révolution. Il est présenté comme un scientifique iranien. C'est plutôt un artisan de la politique nucléaire iranienne, mais plutôt des années 2000. Après, son rôle reste assez opaque. Il était protégé, en l'occurrence. Il était très protégé parce qu'il était visé. Oui. Il avait déjà échappé à une tentative d'assassinat et on vient de le voir, Benyamin Netanyahou le cible précisément en 2018. Souvenez-vous de ce nom. Il était régulièrement cité par les services secrets israéliens, par les Américains également, donc il se sentait menacé. D'ailleurs, il y avait des gardes du corps et lorsqu'il a été tué à 80 km de Téhéran, il y avait des gardes du corps qui mystérieusement ont disparu. On n'a pas de nouvelles d'eux. Ils n'ont rien pu faire parce que, comme le dit aussi l'amiral Shamkhani qu'on a entendu, c'est un moyen très sophistiqué qui a été mis en place. À distance, sur un pick-up, avec une mitraillette ultra sophistiquée. Donc oui, c'est un coup monté, il est tombé dans un piège. Alors, le chiffre du jour, Claude ? 5 comme le nombre à minima de scientifiques nucléaires iraniens qui ont été assassinés depuis 2010. Question simple pour vous, Frédéric Ancel. Est-ce que ce sont 5 assassinats que l'on peut raisonnablement attribuer à l'État d'Israël ?
Oui, directement et indirectement. C'est-à-dire qu'il est inimaginable qu'il n'y ait pas des complices dans le pays, parce que c'est quand même extrêmement difficile d'envoyer des commandos dans un pays très hostile, extrêmement répressif, assez paranoïaque et pour cause, non frontalier. Même s'il y a des Israéliens d'origine iranienne qui parlent la langue. Alors, il y en a absolument. Il y en a qui parlent le farsi, quelques dizaines de milliers. Est-ce que tous sont ou est-ce que certains seulement sont dans les services de renseignement? Peut-être. Mais enfin là, quand même, on a une accumulation d'éléments et le chiffre est important. Hein. C'est pas la première fois que ça se produit. Donc, si vous ajoutez à ça que plusieurs ingénieurs nucléaires iraniens ont connu une santé extrêmement fragilisée quand même ces dernières années, sans forcément passer de vie à trépas, et que d'autres encore ont réussi à partir, notamment en Amérique du Nord, ça fait beaucoup. Donc derrière, oui, Israël, mais vraisemblablement à chaque fois, et là en tout cas c'est sûr, avec des complicités logistiques à l'intérieur. Mariam Pirzadeh, qu'est-ce qu'un régime politique qui ne parvient pas à protéger ses ingénieurs les plus précieux face à son ennemi absolu? Est-ce que cet assassinat, après tous les autres, montre une faiblesse sécuritaire du régime iranien? Clairement, une faiblesse des services de renseignement qui n'ont pas réussi à anticiper cette tentative d'assassinat. Moi, elle me rappelle, alors à des degrés différents, mais la mort du général Soleimani au début de l'année 2020 Là, c'était pas les à Israéliens, Bagdad. mais les Américains. Voilà, c'était à Bagdad, mais c'était pareil. Les Iraniens ne l'ont pas vu venir. Là, ils ne l'ont pas vu venir également. Ça montre une faille de la sécurité. Et quand vous voyez ces derniers mois, il y a eu des explosions très étranges, des incidents très étranges dans des centrales nucléaires. Il y a 5 mois, un incident à l'intérieur de la centrale nucléaire de Natanz, des usines d'eau, d'électricité qui ont été attaquées également. Et là, les autorités iraniennes sont restées assez silencieuses, mais ça a été révélé dans la presse iranienne. Là, pour le coup, ils ont parlé, donné des détails de manière abondante sur la mort donc de Fakhrizadeh pour essayer de rassurer également. Mais clairement, il y a une faille dans le système de sécurité. Et justement, les Iraniens, le régime de la République islamique vante le fait que ce pays soit imperméable, que personne ne peut rentrer. Regardez, Daesh n'a pas réussi à pénétrer en Iran. Regardez comme nous sommes forts, parce que tout l'argent part dans la défense. Et là, clairement, c'est un coup dur pour le régime. Frédéric Ancel, l'objectif, c'est d'empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique, version officielle de la politique israélienne, ou est-ce que l'objectif, en commun avec les Américains, c'est de détruire, saper de l'intérieur le régime? Les deux, mon général, les deux, parce que les Israéliens considèrent, les Américains aussi, et d'ailleurs une partie des Européens, que ce régime, de toute façon, ne se réformera pas suffisamment pour s'empêcher lui-même, pour s'auto-interdire en quelque sorte d'aller à la bombe. Alors, c'est vrai, c'est pas vrai, on peut toujours en discuter et en débattre, mais les Israéliens qui, objectivement, sont sans doute les plus menacés par une éventuelle bombe iranienne au Moyen-Orient, considèrent que de toute façon, le problème n'est pas que l'accession peut-être un jour à la bombe, mais c'est le régime. Et c'est la raison pour laquelle, me semble-t-il, il cherche à saper la crédibilité. Vous l'avez rappelé, enfin vous l'avez dit tout à l'heure en introduction d'émission, à saper la crédibilité politique, logistique, militaire de ce régime. Ce que vous avez dit est très juste. Aujourd'hui, l'Iran ne peut pas se prévaloir sérieusement, mais même vis-à-vis des Européens, de pouvoir monter en puissance sur le plan militaire, alors qu'ils ne sont pas capables de défendre l'un des piliers du régime. Et la rencontre du 22 novembre, où Benjamin Netanyahou est allé en Arabie Saoudite rencontrer le prince héritier, rajoute une couche dans une sorte de stratégie à 3 ? Ça l'illustre en tout cas. Ça l'illustre. Là, l'Arabie Saoudite et Israël sont très concrètement, objectivement alliés face à l'Iran. Et puis bien sûr, il faut ajouter aujourd'hui les Émirats arabes unis, Bahreïn, et une coalition arabo-sunnite qui finalement dépasse largement le Golfe contre l'Iran. Mariam Pirzadeh, cette rencontre qu'évoquait Elisabeth, il y avait Mike Pompeo, qui est toujours le chef de la diplomatie américaine jusqu'au départ de Trump, donc l'homme fort de l'Arabie Saoudite, donc le Premier ministre israélien. Est-ce que c'est une alliance, puisque ça s'est su, réelle, en bonne et due forme, qui ne s'arrêtera qu'à la chute du régime des Mollahs? En tout cas, le but de Mike Pompeo est de montrer qu'ils sont aux manettes et que toutes les options sont sur la table. Ils sont aux manettes jusqu'au 20 janvier. Jusqu'au 20 janvier, jusqu'à la passation jour de la transition. Voilà, exactement. Lorsque Joe Biden va arriver en place, et Joe Biden n'a jamais caché qu'il aurait une attitude beaucoup moins hostile à l'égard de la République islamique et qu'il voulait renégocier avec les Iraniens pour revenir dans un accord sur le nucléaire iranien qui ne serait pas celui qui a été signé en 2015 à Vienne, mais un autre accord. Donc c'est ça, c'est une politique de terre brûlée pour montrer, regardez, nous sommes alliés jusqu'au 20 janvier, tout est possible jusqu'au 20 janvier. On a pu décider d'un assassinat ciblé entre ces 3 personnages importants?
Ce n'est pas le but d'une telle rencontre, parce qu'on n'a pas eu affaire à une rencontre de militaires, de chefs d'état-major, même pas de ministre de la Défense. Hein. C'est plus haut et plus large et plus, j'allais dire, plus pérenne que ça. Je pense que ça a été décidé voilà très longtemps. J'ajoute un point logistique très important qu'on oublie en général. C'est difficile d'organiser ce genre d'opération qui a demandé manifestement des éléments techniques, encore une fois, logistiques et des complicités à l'intérieur, n'importe quand. Je veux dire qu'on soit en Israël, en France, aux États-Unis, c'est pas facile d'organiser cela dans les meilleures conditions possibles. Et si on rate, on est ridicule. Donc on a intérêt à réussir. Et pour réunir ces conditions-là, dire que c'est extrêmement compliqué. Hein. C'est pas, on n'appuie pas sur un bouton n'importe quand parce qu'on a envie de le faire. Et l'hypothèse qui court en ce moment d'ailleurs, je le dis 2 mots, c'est qu'il s'agirait d'une élimination ciblée intervenant maintenant parce que ce n'est plus, ou bientôt ce sera plus Trump et ce n'est pas encore Biden. Je veux bien, on est dans la supputation et dans l'hypothèse. Ce qui est sûr, c'est que c'est très difficile d'organiser et de réussir un tel attentat. On évoque avec vous, Nadia, vengeance, riposte. Que peut faire l'Iran? Que va faire l'Iran? Que pourrait faire l'Iran? En tout cas, ces appels à la vengeance, on les trouve dans la presse iranienne, en particulier dans la presse ultra-conservatrice, dont les unes réclament sans aucune équivoque des représailles brutales. On peut citer par exemple le quotidien Vatan Emroz, qui écrit que la seule réponse possible, c'est la vengeance. D'ailleurs, dimanche, au Parlement iranien, les députés ont voté un texte qui va dans ce sens, un appel à mener une riposte. Hossein Delgan, qui est candidat à l'élection présidentielle de 2021, qui est également conseiller militaire de Khamenei, a lui tout simplement déclaré « On va frapper durement comme le tonnerre ». On peut considérer que la menace est sérieuse. Les questions, c'est où, quand et comment. En tout cas, le journal Kayan a son idée et il l'a même soufflé, c'est-à-dire une attaque ciblée contre la ville portuaire de Haïfa dans le nord d'Israël. Ce qu'on entend également, c'est que l'option la plus plausible, en tout cas à ce stade, c'est que l'Iran n'attaque pas ouvertement et directement Israël, mais qu'il ait recours, comme elle le fait habituellement, à des relais, à ce qu'on appelle des proxys. C'est exactement ce qui s'était passé en 2012, quand 4 scientifiques ont été assassinés en à peine 2 ans. On avait vu cette série d'attentats qui a visé des fonctionnaires israéliens, mais cette fois, c'était en Inde, en Géorgie, en Thaïlande. Des civils israéliens ont également été tués lors d'une attaque de cars de tourisme en Bulgarie. On vient d'apprendre également, Mariam Pirzadeh, que la sécurité a été renforcée dans toutes les ambassades israéliennes partout dans le monde. Il y a cette ambiance-là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il faut craindre? En effet, une série d'attentats plutôt qu'une attaque ouverte et ciblée? Alors, il y a 2 hypothèses. Il y a 2 camps, vous l'avez bien dit. Il y a le camp ultra-conservateur qui pousse à une vengeance, une très forte vengeance de la mort de Fakhrizadeh, et ce qu'on appelle les modérés, qui sont encore au pouvoir jusqu'en mai prochain. Là, il y aura des élections présidentielles en Iran. Hassan Rouhani partira et à sa place, un ultra-conservateur arrivera très vraisemblablement. Donc, il y a 2 hypothèses. Hassan Rouhani crie à la vengeance également, mais il dit attention, on ne va pas tomber dans le piège que nous tendent les Israéliens et les Américains. C'est le but, justement, effectivement, de cet assassinat, c'est de provoquer... Moi, je pense que effectivement, c'est de pousser les Iraniens à la faute, de provoquer une attaque. Il ne faut pas oublier qu'il y a 3 semaines à peine, Donald Trump a demandé à ses conseillers s'ils pouvaient attaquer la centrale nucléaire de Natanz. Et ses conseillers à la Maison-Blanche lui ont dit attention, ne vous engagez pas dans une guerre à 2 mois de la fin de votre présidence. Et la série d'attentats qui est éventuellement imaginée, elle est plausible, cette hypothèse-là? Alors, moi, pour comparer, parce que vraiment, il y a des similitudes par rapport à la réponse des Iraniens en janvier après la mort de Soleimani en Irak. La réponse avait été quand même très minimale, par des proxys, par donc des relais iraniens qui étaient en Irak. Et moi, j'avais été d'ailleurs assez surprise que cette réponse soit minimale. Ça montre plusieurs choses. Que l'Iran est affaibli, l'Iran a moins d'argent, elle est sous sanctions, les gardiens de la révolution sont sanctionnés, ils n'ont plus les moyens, ils n'ont plus autant de soutien qu'avant, et donc ils ne peuvent pas mener ces opérations d'ampleur qui ont été menées par le passé en 2010, en 2012 pour venger la mort de ces scientifiques. N'était pas la même. La situation est totalement différente près de 10 ans plus tard. Les Iraniens n'ont plus les moyens qu'ils avaient jusqu'auparavant. Donc la réponse sera, je pense, à minima, soit les Iraniens vont jouer la montre jusqu'au 20 janvier, mais il va falloir en tout cas qu'ils ripostent pour satisfaire leur électorat ultra-conservateur. Lui, oui. Après, Frédéric Ancel, parce qu'on va s'intéresser à Donald Trump qui joue la montre à sa façon jusqu'au 20 janvier. Il est téléconsulté, passé au rayon X par Thibault Nolte, c'est saignant. Bonjour docteur, j'ai mal ici et là. Une petite déprime passagère, c'est tout. Évidemment, je fais du sport.
Mon cher Donald Trump, j'ai vos radios sous les yeux, c'est la lutte finale. Vous qui avez passé 4 ans à brocarder les losers, les aurez bientôt rejoints en devenant un président des États-Unis défait dans les urnes. Vous venez même de payer 3 millions de dollars pour un recomptage des voix dans le Wisconsin qui vous donne quand même perdant. Mais tel le Joker ratatiné par Batman, vous ne voulez pas partir comme un prince, ni comme un homme d'État, mais comme une crapule. Vous avez cassé l'Amérique et vous ne voulez pas que Biden la répare. L'usage veut que vous ne fassiez pas de conneries pendant cette période de transition dite du canard boiteux. Mais au lieu de tranquillement tricher au golf, vous vous employez à causer des dommages irréversibles aux relations avec Téhéran. Sanctionner jusqu'à Lali, faire des cadeaux géostratégiques aux Israéliens, voire frapper un site nucléaire. Make Iran great again. It's okay with me. But they're never going to do it if they think in 5 or 6 years they're going to have a nuclear weapon. Vous n'avez obtenu ni nouvel accord contraignant, ni déstabilisation du régime, juste des mollahs fumasses. Cet échec s'ajoute à la longue liste des avanies dénoncées à longueur de livre par ceux qui ont pu déprécier vos actions à leur juste valeur. Votre ex-conseiller à la sécurité, John Bolton, le journaliste star du Washington Post, Bob Woodward, votre nièce, Mary Trump, votre avocat, Michael Cohen et votre coup d'un soir, la porn star Stormy Daniels qui a déploré votre manque d'endurance autant que la flaque que vous lui avez laissée sur le nombril, et trouvez à votre attribut un air de Toad, le personnage de Mario Kart. C'est triste, une actrice porno qui joue à Mario Kart. Mon cher Donald, amant pathétique, menteur pathologique, président pathogas, votre trinité fera date. Fake news. Merci Thibault Nolte. Ah, la vengeance est un plat qui se mange brûlant avec vous. Claude. Mariam Pirzadeh, Joe Biden, on le sait, voulait renouer le dialogue avec l'Iran. Est-ce qu'il va arriver trop tard dans une situation qui aura été irrémédiablement dégradée par Donald Trump puis par les changements politiques qui s'annoncent en Iran? Non, il n'arrive pas trop tard parce que les Iraniens qui se sont désengagés de leurs engagements d'accord sur le nucléaire ont acté, mais de manière, si vous voulez, réversible. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint des seuils, on ne peut pas revenir en arrière. Ils ont fait attention et ils l'ont toujours dit que si jamais les Américains souhaitaient revenir à la table des discussions, à la table des négociations, ils pourraient tout à fait revenir au seuil de l'accord de Vienne. Les Iraniens, de manière assez surprenante, par la voix de Mohammad Javad Zarif, le chef de la diplomatie, ont indiqué il n'y a pas très longtemps qu'ils seraient disposés à négocier avec les Américains s'ils revenaient à la table des négociations. Et ça, c'est assez nouveau parce qu'ils avaient fermé les discussions après le retrait. Donc, il n'arrive pas trop tard, mais Donald Trump a encore créé beaucoup d'embûches sur le chemin avant son arrivée à la Maison-Blanche. Frédéric Ancel, on a coutume de dire que si les Israéliens avaient voté, Donald Trump aurait été réélu. Mais alors, avec la majorité dont il rêve, est-ce que Benjamin Netanyahou n'a pas pris le risque de trop, de se braquer, de se mettre en porte-à-faux avec la nouvelle administration américaine? Je ne le crois pas, d'abord parce qu'il entretient d'excellents rapports avec les sénateurs, et vous savez que ce sont les sénateurs aux États-Unis qui constituent le levier principal, l'organe principal en matière d'affaires étrangères et de défense, d'une part. D'autre part, Joe Biden a toujours été un ami d'Israël. Et au fond, Netanyahou, bien sûr qu'il aurait préféré Trump. Bon, l'opinion publique, c'est pas sûr, parce que les gens connaissent pas bien. Pendant les 2 mandats de Barack Obama, Benjamin Netanyahou a fait en sorte de saboter de l'intérieur, y compris par ses relais aux États-Unis, la politique proche-orientale de l'administration démocrate. Est-ce que ça, Joe Biden a pu l'oublier? Moi, je pense que Joe Biden, à l'époque, n'était pas férocement anti-Netanyahou. En tout cas, il ne l'a pas vraiment exprimé. Et j'ajoute d'ailleurs qu'au fond, Barack Obama, tout humilié, peut-être fut-il par Netanyahou, n'a pas suspendu la vente. La vente avait été faite, mais la livraison des fameux chasseurs-bombardiers F-35 dernier cri. Il aurait pu le faire d'un trait de plume. Ça, c'est pas le Sénat qui devait s'en occuper, c'était lui-même. Donc Barack Obama a peut-être été exaspéré par Netanyahou, mais au fond, ce n'est pas allé très loin. Pourquoi? Parce qu'entre les deux pays, il y a des tendances très lourdes qui expliquent l'alliance actuelle et qui dépassent, me semble-t-il, les personnalités, voire même peut-être les politiques des numéros 1 respectifs. Si vous voulez bien, on va garder un tout petit peu de temps pour évoquer l'Europe. Et nous, dans tout ça? Et pour parler de nous, car nous sommes puissance européenne, notamment nous, la France, garant du fameux accord sur le nucléaire iranien. Y croyons-nous encore? Écoutons le ministre britannique des Affaires étrangères. Il s'appelle Dominic Raab. Une voix ferme. Nous voulons voir une désescalade des tensions et évidemment, en particulier, nous voulons essayer de trouver une voie dans le dossier nucléaire. J'ai rencontré mes collègues français et allemands à Berlin cette semaine. Nous attendons toujours de voir les faits dans leur globalité. Nous essayons de vérifier les faits complets de ce qui s'est passé en Iran. Mais je dirais que nous nous en tenons à la règle du droit international humanitaire qui est très claire contre le ciblage des civils. C'était donc la voix du Royaume-Uni qui, avec l'Allemagne et nous, la France,
Ce sont les 3 pays européens garants de l'accord sur le nucléaire iranien. Question, on vient d'entendre Dominique Raab. Myriam Birzadeh, est-ce que l'Iran a quelque chose à attendre de l'honnête intermédiaire européen? Je crois qu'elle attend plus là. Ça fait 2 ans et demi que les Américains sont sortis de cet accord et depuis, rien n'a été fait pour contourner ces sanctions américaines. Au contraire, chaque semaine, pratiquement, des sanctions supplémentaires sont ajoutées. Donald Trump a rajouté encore la semaine dernière des sanctions contre 4 entités iraniennes. C'est-à-dire que là, tout le système économique iranien est sanctionné. Jamais ils n'ont réussi à faire marcher ce qu'on a appelé l'Instex, cet outil de troc pour permettre aux Européens de négocier avec l'Iran en contournant les sanctions américaines. Jamais en 2 ans et demi. Donc là, par manque de volonté ou simplement ça n'a pas marché? Impossibilité. Les Américains sont trop forts pour qu'on puisse les contourner. Et ça, les Iraniens le savent. Ils n'ont pas pu compter sur les Européens du tout. Et ils ne pourront pas compter... Enfin, les Européens sont impuissants, on peut l'enverser, c'est ça que vous voulez dire? C'est aussi ça. Non, parce qu'il y a un ressentiment vraiment en Iran contre les Européens de ne pas avoir réussi à sauver cet accord. Parce que cet accord, on a beau dire ce qu'on veut, mais il est encore en vie. Frédéric, les Européens et les Russes et les Chinois. C'est-à-dire que ni les Européens ni les Russes et les Chinois, dont je rappelle qu'ils sont également partenaires complets dans le cadre de cet accord, n'ont réussi à dépasser le poids des sanctions américaines. Ça nous coûte trop cher de nous mettre à dos les Américains. Par conséquent, nous ne le faisons pas. Donc oui, effectivement, les Iraniens en veulent peut-être aux Européens, mais enfin, on peut nous en vouloir de quoi? De ne pas vouloir, en réalité, assumer le rôle de puissance. C'est la raison pour laquelle je serais d'accord. Ils attendent, évidemment, Biden. Et quand on dit qu'ils sont disposés à revenir pleinement dans l'accord, les Iraniens, ils sont disposés surtout à se sauver eux-mêmes, parce qu'en réalité, leur marge de manœuvre, elle est ridiculement réduite. Merci infiniment pour ces précisions, ces éclaircissements et ce débat.